Construire une marque de grooming masculin, ce n'est pas seulement vendre des produits pour la barbe, c'est comprendre un usage, une identité, une culture et les traduire en produits crédibles et désirables. Mes invités du jour sont deux frères, cofondateurs d'Exclusive Products. L'un apporte plus de 10 ans d'expérience en gestion et en marketing digital. L'autre est spécialisé en formulation cosmétique et pilote le développement des produits. Ensemble, ils construisent une marque de grooming masculin premium, inspirée des traditions africaines et pensée selon les standards internationaux. Beka et Ibrahima, bienvenue dans Backstage Beauté. Merci beaucoup. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui comme invité. Merci. Le plaisir est pour nous. Alors, créer une marque à deux et en plus entre frères, comment cette aventure a-t-elle commencé pour vous deux? Merci Kodou. Tout d'abord, je voudrais déjà te remercier pour l'invitation. Alors, Exclusive est né quand même d'un besoin. Ça faisait quand même plusieurs années qu'on utilisait des produits pour la barbe, mais on ne voyait pas de produits qui nous ressemblaient parce qu'on avait la barbe, on n'avait pas de problème de pouce, on avait vraiment de la barbe. Et parfois, les gens nous posaient des questions. Qu'est-ce que vous utilisez pour votre barbe? Alors que moi, personnellement, et même mon frère et d'autres cousins, hein, on se disait, mais nous, nos cheveux, ça tombe toujours. En fait, on avait la barbe, mais ça se cassait. Ça se cassait. Donc, ça veut dire qu'on utilisait des produits qui n'étaient pas vraiment adaptés à notre barbe. Nous, on savait qu'il y avait un problème, mais les gens nous posaient beaucoup de questions pour savoir ce qu'on utilisait. Et à partir de là, on s'est dit, bah, écoute, si les gens nous posent ces questions-là, ça veut dire qu'ils ont ce besoin. Le besoin est là. Et effectivement, donc, c'est par la suite qu'on s'est dit, pourquoi pas créer notre marque. Parce qu'il y avait aussi mon frère qui avait ce background scientifique, qui avait eu déjà sa licence à la fac de sciences de l'UQAD, qui avait quand même ce background scientifique. Et par la suite, il avait fait une formation en cosmétologie, formation, etc. Et c'est comme ça qu'est né Exclusive. C'est comme ça qu'Exclusive est né. C'est ça. Comment vous êtes répartis les rôles dès le départ? Bon, tu as dit, il est scientifique, C'est ça. mais... Alors, sur la répartition des rôles, c'est très naturel. Hein. On l'a fait de manière très naturelle, comme j'ai dit. Lui, il a son background scientifique. Donc, tout ce qui touche aux produits, formulation, choix des ingrédients, etc., c'est lui. Moi, je suis plus axé business, de par mon background sur la partie e-commerce. J'ai eu à travailler sur une grande société de e-commerce et voilà, sur le marketing. Donc, toute la partie business, stratégie, structuration du business, c'est moi qui prends en charge et toute la partie produit. Scientifique, c'est vraiment. C'est vraiment, c'est ça. Got it. Et qu'est-ce que cette relation fraternelle apporte de positif? Et puis, dans le sens inverse, est-ce qu'il y a des défis? Bon, naturellement, il y a des défis, mais déjà, pour moi, c'est une force parce qu'on a vu beaucoup de marques qui, aujourd'hui, sont des marques familiales à la base et qui grandissent bien. Et voilà, parce que je me dis aujourd'hui, quand on est une famille, il y a beaucoup de choses, on peut se les dire en fait. Et Absolument. voilà, et s'il y a des problèmes, on va les gérer. Il y a aujourd'hui déjà ce socle familial qui est là. Donc, c'est en plus, je dirais. Mais n'empêche, parfois, il y a des divergences. Mais c'est de point de vue, voilà. Mais on arrive toujours à se retrouver en fait parce que on est des perfectionnistes, on veut bien faire les choses, etc. Donc, parfois, il peut y arriver qu'il voit une chose d'une manière, moi d'une autre. Mais après, on se retrouve tout le temps. Vous arrivez à trouver un juste milieu. Ouais. Même si vous êtes frères, je suppose que vous avez une vision différente des fois. Et, toujours. Oui. Toujours. Alors, on a une vision... En tout cas, on a une vision commune. Cette vision commune, c'est quoi? C'est la marque. On veut faire bien les choses. Parfois, c'est juste comment on les fait, la vitesse d'exécution. Voilà. Parfois, il arrive que moi, je veux qu'on aille plus rapidement sur certaines choses. Et lui, il voit les choses différemment. Par exemple, moi, si je dis, OK, on a lancé, il faut qu'on sorte de nouveaux produits. Il me dit, mais non, ça se passe pas comme ça. Il faut quand même prendre le temps de bien faire des choses, etc. La recherche, les tests, etc. Donc, c'est toujours comme ça, même sur les produits parfois. Voilà. Mais comme il a dit, moi, je pense que quand même, c'est plus une force qu'on puisse travailler ensemble. Communiquer, se dire les choses, parce que voilà, il arrive tout le temps qu'on ne soit pas d'accord sur la manière de fonctionner, etc. Mais quand même, cette force-là, ça nous permet quand même d'évoluer et de grandir.
Et pourquoi avoir choisi de vous positionner spécifiquement sur le grooming masculin plutôt qu'autre chose? Bon, comme il a dit tantôt, c'était déjà un besoin pour nous. Et aujourd'hui, on voit que sur le marché sénégalais, en tout cas, tout ce qui est men's care, c'est pas très développé. Il n'y a pas d'offre vraiment. Voilà, il n'y a pas vraiment d'offre et c'est parti d'un besoin qu'on avait nous. Et quand on allait faire un peu de recherche sur les marques qui étaient déjà établies sur le marché, la clientèle, elle était plutôt féminine. La communication aussi. Donc, en termes de tips, de conseils aujourd'hui, ne serait-ce que pour bien prendre soin de sa barbe, il n'y avait pas vraiment d'offre locale, en fait. Donc, c'est de ça qu'est parti ce besoin de se dire, allez, nous, on va se lancer, mais quand on va se lancer, on va vraiment se positionner sur les soins hommes, parce que c'était nouveau, il y avait de la demande, parce que le contexte Covid, si vous vous rappelez, il y avait beaucoup de challenges sur les réseaux, etc., de skincare, en tout cas, de prendre soin de soi. Oui, en fait. Les gens ont pris le temps de ralentir et de s'occuper d'eux. Exactement. On n'avait pas grand-chose à faire à part travailler à partir de la maison. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Ça a boosté quand même le secteur du wellness et de la beauté. Hein? C'est ça. Et il n'y avait pas d'offre. Donc, c'est ça qui nous a poussé à nous positionner dans ce secteur. Yeah. Oui. Comment décrivez-vous le rapport des hommes sénégalais à la barbe et aux soins aujourd'hui? Il y a beaucoup plus, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'hommes qui ont des barbes. Oui. Pour moi, on dit que la barbe, c'est le make-up des... Oui, c'est le make-up des hommes. C'est le make-up des hommes. Bah écoutez, je pense que quand même, de plus en plus, on a quand même des gens, les hommes qui laissent leur barbe coupée. Avant, je pense que avant les gens ne laissaient pas leur barbe. C'était plus la moustache. Exactement. Voilà. Mais je pense que c'est devenu une identité. Une identité, surtout, on dit que quand même dans la religion musulmane que c'est du sunnah. C'est de garder sa barbe, oui, etc. Oui. Et quand même, quand tu gardes ta barbe, il faut quand même que tu puisses l'entretenir. Il ne faut pas que ça soit vraiment sec. En général, que la barbe soit sèche, etc. Et du coup, il fallait quand même proposer une offre. Et cette offre-là, nous, on avait ce besoin qu'on a fini par introduire sur le marché. Mais effectivement, les hommes, de plus en plus, prennent soin d'eux. Avant, comme on disait tantôt, on prenait notre douche, on prenait la crème sur les mains, les pieds, le visage. Même les pieds, parfois, c'était pas trop ça. Genre, le visage, et on partait. Et du coup, voilà. Mais je pense que de plus en plus, maintenant, les hommes s'affirment et puis s'occupent bien d'eux. Ouais. Et voilà, je pense que quand même, il y a room for growth, oui, comme on dit, quoi. ça évolue. Et puis, bon, après, il y avait aussi un stigma où l'homme doit rester viril. Comme s'il s'occupait de soi, ça voulait dire que, voilà. On n'est pas viril. Voilà. Alors que non, c'est totalement... Mais maintenant, je pense que quand même, ça c'est des idées. Exactement, ça change. Selon vous, qu'est-ce qui manquait dans l'offre existante avant Exclusif? Comme je disais tantôt, il n'y avait pas vraiment une marque focus soin homme. Et quand il n'y a pas ça, moi, je me sentais frustré un peu parce que peut-être nos besoins ne sont pas vraiment les mêmes que, par exemple, les femmes. Par exemple, aujourd'hui, moi, en tant qu'homme, ce à quoi je m'attends en termes de routine, que ça soit routine pour la barbe ou pour le visage ou pour le corps, c'est vraiment une routine simple. Simple, ouais. Avec le minimum de produits. Le moins d'étapes possible. Le moins d'étapes possible, des produits qui ne sont pas gras, etc. Donc, même en termes de quantité, c'est pas pareil. C'est vrai que nous, on nous fait payer très cher pour des petits pots de crème. Exactement. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, comme je dis, nous, on a été la première marque qui s'est lancée dans ce positionnement spécifique homme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la marque s'appelle Exclusive, parce que ça veut dire exclusivement pour les hommes. Pour les hommes. Donc, il n'y avait pas aujourd'hui, en termes de communication aussi, en termes de contenu, en termes d'expertise, de vraiment connaître quels sont les besoins spécifiques à la barbe pour les hommes et plus tard au visage, etc. Il n'y avait pas ça. Et voilà, c'est sur ça, nous, qu'on est venu apporter une solution. Une solution. Au-delà des huiles et tout, je sais que, par exemple, moi, mon frère, il avait les problèmes où poils incarnés ou quelque chose comme ça. Donc, il y a aussi d'autres
catégories de produits et le produit qu'il utilisait, lui, c'était une huile, mais il y avait de l'acide glycolique dedans. D'accord. Qui aidait à contrôler ses poils incarnés. Oui. Donc, il y a vraiment les possibilités sont... Exactement. Tout ça, ça demande aujourd'hui de la connaissance parce que les poils incarnés, il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà la prévention en exfoliant sa peau, etc. Ça fait que après le rasage, les poils n'auront plus tendance à pousser de cette façon. Ouais. Donc ça, c'est des mesures préventives. Et avoir un soin quotidien aussi, ça permet aujourd'hui de ne pas avoir ces problèmes. Ces problèmes-là, ouais, c'est sûr. Donc toi, Ibrahim, tu es spécialisé en formulation cosmétique. Exactement. Pourquoi est-ce que c'était essentiel d'avoir cette expertise en interne? Parce qu'il y a des marques qui décident d'avoir quelqu'un en externe qui s'occupe de ça. Oui, déjà, c'était une passion. J'étais vraiment curieux de voir, de savoir aujourd'hui comment un produit de beauté est fait. Voilà, avec mon background scientifique, chimiste. Donc, quand je lisais, par exemple, sur un produit, la liste d'ingrédients, j'étais pas vraiment dépaysé, en fait. Je connaissais un peu. Donc, c'est ça qui m'a poussé à faire des recherches en ce sens. Et aujourd'hui, pourquoi internaliser? Parce que, voilà, honnêtement, on voulait contrôler le cycle de fabrication de nos produits pour vraiment que ça réponde à nos besoins, à nous. Et c'était ça, et ne pas dépendre aujourd'hui d'un prestataire externe. Si aujourd'hui, on veut faire évoluer la qualité des produits, etc., changer de texture, ou bien de senteur, il y a tout ça. C'était vraiment pour nous nécessaire d'avoir cette expertise en interne. Déjà, et pour les débuts de la marque aussi, ça te permet d'avoir un bon facteur pour bien grandir, en fait. Absolument. Alors, comment on passe d'une idée de produit à une formule stable, efficace et cohérente avec l'identité de la marque? C'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Déjà, définir c'est quoi les besoins, faire de la recherche, des tests, faire tester aux amis, etc., avoir des retours, être vraiment exigeant sur la qualité qu'on veut mettre sur le marché. Voilà, ça passe par plusieurs processus, faire les tests de stabilité, etc. Donc, c'est du travail. C'est d'ailleurs ce qu'il disait, lui. Il est vraiment focus vente, etc. Business. Et moi, je lui dis vraiment, la cosmétique, c'est très sensible. Peut-être dans le marché local, on peut voir parfois des choses... C'est pas trop... Voilà, qui nous montrent autre chose, mais vraiment, quand on veut être une marque rigoureuse, qui veut compétir et puis qui est prise au sérieux et qui veut compétir avec les grandes marques internationales, faut vraiment cette rigueur. Absolument. Voilà, dans le processus de fabrication pour mettre sur le marché quelque chose qui va être vraiment bien consommé sans risque, je dirais. Absolument. Est-ce que Becca et toi, bien que ce ne soit pas ton secteur, mais est-ce que tu testes et puis tu donnes ton avis? Comment ça se passe? Effectivement, je pense que déjà, les premiers testeurs, c'est nous. Comme il a dit, les amis, qu'on a les clients. Enfin, on a des clients récurrents quand même. À chaque fois, quand on veut lancer de nouveaux produits, on leur donne des nouveaux produits en test pour qu'ils nous fassent des retours. Et ça, c'est important pour moi. Parce que, par exemple, je pense que quand on a lancé notre shampoing, la formulation de base a changé parce qu'on a eu des retours. Comme quoi, voilà. Donc, et ça, c'est important avant qu'on le mette sur le marché. Et c'est tout le temps comme ça, que ça soit sur les autres produits qui vont venir. C'est tout le temps les tests qu'il faut privilégier, s'assurer de la sécurité, de la rigueur des produits, des ingrédients, etc. Pour pouvoir les mettre après sur le marché. Comment vous choisissez les ingrédients et les textures? Pour répondre, je suppose que, la barbe peut demander des produits qui sont différents des produits qu'on va utiliser sur notre tête. Comment vous faites pour choisir ces ingrédients? Comme tu as dit, la barbe, c'est des cheveux, mais ça pousse sur le visage. Sur le visage, ouais. Donc, c'est les mêmes propriétés que le visage. Il y a une différence au niveau du pH, des choses comme ça. Donc, nous, le choix des ingrédients, honnêtement, ça se fait de manière très, très simple. Notre liste d'ingrédients, on n'a pas une liste de 20 ingrédients par produit. C'est des ingrédients simples, mais efficaces. En fait, nous, tout ce qu'on cherche, c'est avoir un produit efficace. Avec le moins d'ingrédients possible
et sourcer localement aussi parce qu'on a un problème au niveau du sourcing sur le marché. Aujourd'hui, tu vas tomber rarement sur des fournisseurs vraiment fiables qui peuvent te délivrer la même qualité d'ingrédients au fil du temps, de manière constante. Donc, pour mieux sécuriser notre production, notre chaîne de production, c'est vraiment faire autant que se peut notre sourcing au niveau local avec des matières premières à base de beurre de karité, par exemple. Dans notre crème, il y a du beurre de karité, du beurre de cacao, des choses qu'on trouve facilement sur le marché aujourd'hui. Et des huiles de base pour notre huile de pousse et notre shampoing. Franchement, aujourd'hui, on arrive à sourcer nos matières premières sur le marché local. En grande partie, en très grande partie. Ça protège votre marge aussi parce que si c'est procuré à l'international, après, il y a le transport, la logistique, tout ça. Et puis, ça ralentit aussi le process de production. C'est sûr. Alors, selon un de vous deux ou tous les deux, qu'est-ce qui distingue un bon produit de barbe d'un produit qui est vraiment un produit premium? Si vous mettez dans les souliers du client, à votre avis, qu'est-ce que vous diriez que... Pour moi, le premium, comme on le dit, c'est vraiment de l'exigence, en fait. C'est-à-dire, c'est pas seulement le produit, mais c'est le packaging. Parce que c'est tout un processus, hein, que le produit soit efficace, simple, que le packaging soit très attrayant, voilà, c'est ça. Et après, derrière aussi, c'est toute la partie communication. C'est comment tu arrives à targeter tes clients, comment tu communiques avec tes clients, quel message tu délivres à tes clients. Donc, tout ça, pour moi, c'est un package qui fait que, voilà, ça différencie quand même un produit premium d'un produit lambda. De base. C'est ça. Tout à fait. Alors, Becaye, ton parcours en corporate, dans le business, t'a donné une vraie expertise. Alors, comment aujourd'hui tu l'appliques à Exclusif, à la marque? Très bonne question. Comment je l'applique? Enfin, c'est très simple, hein. C'est juste aujourd'hui arriver à structurer ce business-là parce que c'est un business quand même on va pas se cacher, on est très confortable sur les marges. Maintenant, il y a tout un travail, il y a tout un processus. C'est comment gérer le stock. Comment sourcer les fournisseurs, comment gérer le cash. Tout ça, c'est vraiment de la structuration. Et les process, comment on gère les clients, comment on communique avec les clients sur la partie digital marketing, les ads qu'on fait, le budget qu'on met en place, etc. Tout ça, c'est tout un processus business derrière qui est important, tout autant que la partie fabrication produit, et qu'aujourd'hui, j'arrive quand même, de par mon expérience que j'ai eue dans les entreprises où je suis passé, de pouvoir l'implémenter à Exclusive. Si aujourd'hui, par exemple, pas plus tard qu'hier, on avait fait une session pour dire, OK, on fait notre PNL sur 2026, quels sont les objectifs, quels sont les OKRs, etc. C'est vraiment être structuré de manière à ce que ça soit vraiment un business qui va grandir et qu'on puisse maîtriser tout ce qui est coût, tout ce qui est aspect cash, etc. Donc, on peut dire que CFO, tu as parlé de ads. Alors, c'est ça. C'est quoi tes casquettes? Alors, je gère toute la partie finance. Donc, tu es CFO. Marketing. Donc, pas CFO, parce que CFO ne gère pas le marketing. Donc, les ads, c'est moi-même qui paramètre les ads sur Tu es bon en ads? Pour dire vrai, la plupart de mes connaissances, aujourd'hui, on a YouTube. Moi, je suis quelqu'un qui consomme énormément de podcasts, énormément de... Je me renseigne. Je lis beaucoup aussi. Je vais à la recherche d'informations. Et aussi, j'ai eu quand même dans mon entourage de bonnes personnes aujourd'hui qui gèrent de gros budgets sur des entreprises, de grandes entreprises avec qui je discute tout le temps. Je leur partage mes chiffres. Je leur dis, écoutez, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de mon coût d'acquisition? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je devrais faire par rapport à ça? Comment je paramètre ça, etc. Donc voilà, j'ai un très bon ami, performance manager dans un grand groupe avec qui je discute énormément. Donc voilà, je pense que aujourd'hui, l'acquisition, elle est importante parce que quand tu crées des produits, il faut que tu ailles chercher des clients. Absolument. Et le canal notre plus gros canal aujourd'hui, c'est le digital. Et c'est quelque chose de très important. Instagram, TikTok, Facebook. Donc voilà, c'est tout ce qui est méta. Et ça, aujourd'hui, ça nous permet quand même d'acquérir des clients et de pouvoir les fidéliser derrière pour pouvoir avoir des clients récurrents. Donc voilà. Je m'intéresse beaucoup aux ads et je trouve que c'est tellement dur de savoir... parce que je sais qu'il y a moi, en tant que client, il y a des ads je dis, waouh,
celui qui a ciblé qui s'est occupé de, je sais pas, mettre en place le ad a vraiment pu me cibler, moi. D'accord. Donc, comment, en tant qu'entrepreneur qui est de l'autre côté, je vais réussir à faire ça? C'est une très bonne question. Mais pour moi, en fait, c'est un processus. C'est-à-dire, aujourd'hui, en tant que nouvelle marque, il y a un processus d'awareness. Il faut que tu te fasses connaître d'abord. Tu vas pas te réveiller et dire, OK, je vais mettre comme objectif de faire des ventes. Non, je pense qu'il faut déjà la notoriété, que les gens puissent te connaître, que tu sois dans la tête des gens, que quand moi je scrolle, je te vois, je scrolle encore 2 jours plus tard, je puisse te voir et que le besoin, quand il sera là, je vais directement penser à toi. Et donc, cette partie-là, ça va être le retargeting, etc. Donc, je pense que oui, c'est très important de pouvoir avoir ces compétences-là qu'on soit entrepreneur dans un business, parce que c'est ça qui fait aujourd'hui vendre, c'est ça qui va rapporter du volume et du chiffre. C'est sûr, c'est sûr. Et bon, moi, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est, vous parlez de CFO, etc. Il faut savoir que quand on commence, on est partout. Moi, c'est moi qui formule, etc. Mais je fais pas que ça. Vous interchangez. Voilà. Moi aussi, j'interviens beaucoup dans tout ce qui est stratégie marketing. Et ça, depuis le début. C'est lui qui fait les contenus. Ouais. C'est lui qui monte les contenus. C'est lui moi qui monte les vidéos, les designs. Quand je vais paramétrer les ads, avant que je paramètre, c'est lui qui prend les contenus, qui va les monter, etc. Et puis moi, derrière, je vais paramétrer. Donc, franchement, un entrepreneur, vous êtes une équipe. Voilà, qui vient de se lancer, il est pluridisciplinaire, quoi. Il peut pas, fais tout. Il peut se cantonner à une chose, il fait tout. Finance, marketing, tout. Tout. Yeah, makes sense. Alors, comment construire une image premium sans être déconnecté du marché local sénégalais? Parce que vous pouvez avoir des aspirations régionales, internationales, mais comment vous arrivez à garder cette connexion-là? Moi, je dirais déjà être à l'écoute de ton marché, être à l'écoute de ses clients. Parce que, comme tu as dit, aujourd'hui, les besoins qu'un homme sénégalais, qu'un client sénégalais a ou un client africain va avoir sera différent dans notre marché. Ça, c'est la première chose. Le message qu'on véhicule aussi, ça, c'est très important. Donc, il faut quand même qu'on puisse, voilà, comme je disais tout à l'heure, la barbe est une identité. Aujourd'hui, le message que je vais délivrer sur un marché sénégalais, sur un marché africain, va être différent sur d'autres marchés. Donc, il faut prendre toutes ces choses-là en compte pour pouvoir vraiment délivrer un bon message à ta cible. Absolument. Alors, on parlait tout à l'heure de Instagram, TikTok. Quels canaux marketing ont été les plus efficaces pour toucher votre cible à tous les deux? Ah non, moi, je pense que c'est le digital. C'est le digital. Instagram spécifiquement ou... Instagram, au début... c'est compliqué. Ils ne montrent plus les contenus aux gens. Oui. Alors, parce qu'en fait, il faut vraiment quand même savoir que l'algorithme change toujours. Donc, il faut toujours se mettre à jour, en fait. C'est-à-dire, il y a un podcast que j'écoute tout le temps sur le digital marketing et ils ont une phrase qui dit « Tout ce qui est vrai aujourd'hui peut ne pas l'être demain sur le digital. » Absolument. Donc, c'est effectivement ça. Et c'est toujours se mettre au diapason, être à l'écoute, aller à la recherche de l'information. Maintenant, il n'y a pas... Depuis quelques temps, c'est TikTok qui marche. TikTok marche très bien. Exactement. Et TikTok, mais nous, on s'est mis sur TikTok il y a moins de 2 mois. On était à 300 personnes sur TikTok. En moins d'1 mois, on est à 7000 et quelques. Comment? Parce qu'on a pris un couple influenceur avec qui on a travaillé et un autre influenceur, je peux le citer, un Pape Cheikh Diallo qui nous a fait aussi qui utilise nos produits, etc. Et de manière très naturelle et ça a décollé. Donc voilà, aujourd'hui, TikTok, ça va très vite. C'est vraiment... Il faut vraiment faire des contenus. Il faut vraiment faire du contenu pour moi, c'est ça. C'est comme ça que tu vas avoir la visibilité et mindshare, comme tu disais tout à l'heure, que les clients pensent à toi au moment où madame veut acheter des produits de barbe pour son mari. C'est très important d'être présent sur les... Les femmes ont vraiment ratissé notre stock pendant le Noël. Ah ouais, c'était les cadeaux de leur chéri. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire, pendant décembre, là, je pense que 90% de nos commandes, c'était des femmes qui commandaient pour les hommes. Vous avez fait des campagnes spéciales pour les fêtes, des coffrets et tout. C'est ça. Cool. Bonne cible. Alors, tous les deux, vous revendiquez le Made in Sénégal. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous? Made in Sénégal, c'est
faire des produits localement, certes, mais avec un niveau d'exigence, de qualité qui va rivaliser avec les grandes marques à l'international. Il faut vraiment être exigeant avec ce qu'on fait. Voilà, c'est notre mission d'ailleurs. Notre mission, c'est vraiment de produire localement des produits de qualité internationale. Voilà, et ça, on l'a eu grâce à des voyages qu'on a fait, à des expériences qu'on a eues et à notre vision en fait, parce que chaque jour, on est à la recherche de l'information, de ce qui se fait de mieux sur le plan international et essayer d'appliquer ça à notre marque en fait. Au local. Voilà. On peut double-cliquer sur la partie voyage à l'international. Est-ce qu'il y a des événements internationaux ou des rencontres qui ont été le plus bénéfiques pour la marque? Oui, celui que je vais citer en premier, c'est vraiment le voyage que j'ai fait à Dubaï lors du salon Beauty Middle East, je pense, en 2023, où franchement, j'ai rencontré tous les grands du secteur. Parce que actuellement, le Middle East, c'est l'Eldorado, en fait. C'est plus les États-Unis ou l'Europe, mais c'est vraiment là-bas. Et il y avait tous les big players de la cosmétique, de l'industrie. Et en termes de networking, en termes de, voilà, ça change en fait. Tu peux rester chez toi, voir des choses sur le net, etc. Mais quand tu vas au contact des gens, c'est différent. On a eu la chance de visiter des usines, etc., de voir comment ils travaillent. Et vraiment, ça a été un game changer en fait. Depuis ce voyage, nos standards ont évolué. On a essayé de se renforcer en équipement et essayer tout le temps de se rapprocher de ce niveau d'exigence en termes de qualité. Donc, tu es parti de là-bas, des idées, projets plein la tête. Voilà, exactement. Nice. Alors, quels standards refusez-vous de compromettre, même quand c'est plus coûteux et plus complexe? Est-ce qu'il y a des standards où Je pense que c'est de la qualité des produits. Pour nous, la qualité des produits est essentielle pour pouvoir délivrer la même qualité, même si ça devient plus cher. Mais il est primordial qu'on reste sur ces standards-là, qu'on s'est fixés, qu'on a déjà délivré aux clients, parce que voilà, on a toujours de bons retours quand même sur les produits que nous commercialisons. Et il ne faut pas dire que, OK, même si c'est plus coûteux, le choix des ingrédients, etc., comme il a dit tout à l'heure, aujourd'hui, tu peux avoir un fournisseur qui va te donner des ingrédients de très bonne qualité, mais demain, ça ne va pas être la même chose. La qualité va être bonne. Voilà, il nous est arrivé d'avoir, par exemple, un ingrédient qui, on l'a testé, on savait que ça ne le faisait pas, on avait déjà acheté ce stock-là, mais ce stock-là, on l'a laissé pour aller chercher des ingrédients de meilleure qualité. Ça, on peut le dire, c'est des pertes, OK, mais nous, aujourd'hui, c'est important pour nous qu'on puisse délivrer les mêmes qualités de produits à nos clients. Tout le temps. Et dans l'exemple où vous avez perdu votre stock, il n'y a pas de garantie du fournisseur, genre vous mettez des contrats en place, contrat de... À ce stade, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire le secteur, il est tellement petit aujourd'hui, c'est vraiment pas structuré. Donc voilà, à ce stade-là, non. Mais voilà, aussi, on va dire que c'était pas de gros stocks, etc. Mais quand même, c'était quand même de l'argent qui a été mis. Ça a un impact financier. Mais comme on disait tout à l'heure, le secteur, il est tellement petit qu'on arrive quand même aujourd'hui à s'en sortir. Et voilà, mais l'impact... Enfin, pour moi, la standard qualité est très essentiel. Très important. Alors, selon vous, qu'est-ce qui empêche encore certaines marques locales d'atteindre un positionnement qui est plus premium, point de vue packaging, que ce soit pas le produit typique qu'on voit qui a l'air d'être très artisanal et l'étiquette de travail? Quels sont les points principaux? Je pense que c'est les standards, c'est le marché. Aujourd'hui, peut-être, je me dis que la clientèle locale n'est pas encore très exigeante. Exigeante, ouais. Comme peut l'être une clientèle qui est dans d'autres pays, par exemple. Donc, aujourd'hui, tu vas avoir des marques avec, comme tu as dit, un packaging peut-être moyen et tout, arriver à faire du voilà, mais chiffre. Pour aller sur le plan international, peut-être que ça va
ça va moins le faire. Yeah. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus sensibilisés sur la nécessité de vraiment avoir une image qui peut se vendre aussi bien localement qu'à l'international. On voit de plus en plus de marques qui se lancent avec du très beau packaging, avec un storytelling vraiment intéressant qui fédère des communautés, que ça soit sur le plan local qu'à l'international. Donc, je pense que maintenant, ça commence à changer. Ça commence à changer. C'est pas encore là, mais ça commence à changer petit à petit. Ouais. Yeah. Alors, comment, si c'est pas indiscret, on va parler un tout petit peu chiffres et business. Comment avez-vous financé les débuts d'Exclusif? Vous avez commencé durant Covid, une période qui était challengeante. Je sais pas si je peux dire ça en français pour beaucoup de gens. Vous avez fait comment? C'est pratiquement sur fonds propres. Hein. On a lancé petit. Hein. On va pas se cacher. On a vraiment lancé avec les moyens qu'on avait. Parce que c'est important pour nous de tester ce qu'on pouvait apporter. Et déjà, même si on le voulait pour aller chercher de l'argent d'autres personnes, enfin, je pense pas que ça puisse être possible aujourd'hui. Tu vas à la banque, tu dis, OK, je viens de lancer une marque, la banque va pas te donner de l'argent. Et il fallait quand même qu'on lance. Et on c'est avec lui, il travaillait, comme il a dit avant, il était sur la partie mine. Donc, et moi, j'étais aussi en entreprise. Donc voilà, on a regroupé nos moyens, on a lancé nos marques, on a créé, on a créé la marque, on a créé tout ce qui est packaging, etc. Tout ça, on l'a fait par nous-mêmes. Vous avez fait vous-même, vous n'avez pas utilisé genre une... On a quand même eu de bons amis qui pouvaient faire des choses, qui s'y connaissaient. Bon, on leur a donné quelque chose, même si c'était pas vraiment un petit truc, mais ils nous ont fait le logo, etc. Après, le logo a évolué. On a fait les premiers shootings, etc. Avec les moyens du bord. Maintenant, il y a 6 mois, au mois de juin, on a lancé le rebranding. Parce que ce qu'on voulait vraiment, c'était pas en termes de couleur, en termes de J'aime beaucoup le vert. Le vert, on l'a retravaillé. Avant, c'était du marron. On se disait, OK, le marron, ça faisait plus viril, plus homme, etc. Mais par la suite, ça a changé. Mais quand même, on a pu garder cette identité d'avoir quelqu'un. Si vous voyez le logo, la plupart des gens nous disent c'est un samouraï, mais en vrai, c'est pas un samouraï, c'est un peul avec le tengade. Donc, oui, voilà. Ouais, pourquoi ce serait un samouraï même? Il y aurait pas le... Samouraï n'est pas sénégalais? C'est ça. Donc, ça répond à nos origines. C'est notre grand-père. C'est notre grand-père, exactement. C'est cool, ça. Je pense qu'un jour, on a posté sa photo sur Instagram avec le tengade qu'il a porté avec la barbe toute blanche. Mais les gens disaient, mais comment vous avez fait? Mais c'était ça. C'était votre grand-père. Mais c'est bien, ça rend hommage. Alors, pour vous, quels ont été les choix les plus difficiles à faire pour faire grandir la marque? Est-ce qu'il y a eu des choix où vous disiez, on n'est pas trop chaud, mais il faut qu'on fasse ça pour que la marque bouge? Moi, je dirais c'est refuser la facilité. Hein. On l'a dit, je pense qu'on a fait des compromis. Lors de son voyage à Dubaï, il a pu rencontrer des gens. On lui a proposé de laisser la marque exclusive et de pouvoir vendre une nouvelle marque comme distributeur, etc. C'était intéressant en termes de cash, en termes d'argent. On se disait, OK, ça, si on le fait, mais nous, ça ne nous intéresse pas parce que c'est quoi la valeur ajoutée qu'on va apporter sur le marché? Rien du tout. Donc, pour nous, c'était déjà créer une marque qui puisse parler aux hommes africains, aux hommes sénégalais. Et ensuite, même si on sait qu'on va peut-être dépenser, enfin, ça va prendre plus de temps, mais qu'on construise cette marque petit à petit jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on veut un jour. Et ça n'aurait même pas eu beaucoup de sens de faire ça et d'abandonner complètement votre projet qui peut devenir beaucoup plus grand. Mais parfois, c'est tentant, hein? Quand on te dit l'argent est là, l'argent tout de suite. L'argent tout de suite, là, on se dit, OK, mais voilà. Mais non, c'est vraiment refuser cette facilité-là et de dire, OK, nous, on préfère quand même construire quelque chose from scratch et que derrière, on puisse... qu'il y ait une histoire. Exactement, qu'il y ait une histoire à raconter, quoi. C'est ça. Et comment vous assurez aujourd'hui que la croissance ne se fasse pas au détriment de la qualité? Garder cette intégrité point de vue qualité? Bonne question. C'est vraiment de
d'essayer d'avancer à son rythme. Ne pas suivre aujourd'hui peut-être les pressions du marché. Évoluer petit à petit. Aujourd'hui, par exemple, on est à un stade de capacité de production qu'on n'avait pas il y a 2, il y a 3 ans. Il y a 2, il y a 3 ans, c'était juste une petite unité locale qu'on faisait chez nous, etc. Là, récemment, on a aménagé un local fait dédié pour la production avec des machines de plus grande quantité. Et voilà, évoluer avec ce rythme. Et voilà, aujourd'hui, si demain, voilà, parce qu'on veut se lancer dans la grande distribution aussi, si aujourd'hui, demain, on est en train de travailler sur ça aussi. Préparer le terrain. Exactement. Quand tu dis vous allez vous lancer dans la grande distribution, c'est-à-dire à avoir les produits exclusifs distribués ailleurs, dans d'autres, genre pharmacie ou bien d'autres distributeurs dans d'autres pays. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, c'est pas l'objectif principal parce que c'est important aujourd'hui d'avoir ce qu'on a quand même. Pour moi, c'est très important, c'est qu'on communique directement avec nos clients et on puisse avoir ces retours-là. Donc le D2C, ce qu'on fait, c'est que aujourd'hui, nous, quand un client nous écrit sur WhatsApp ou sur Instagram, bah c'est nous-mêmes qui parlons avec ces clients-là. Et parfois, il y a des clients qui ils viennent pas pour acheter, ils viennent pour des conseils. Comment je peux faire parce que j'ai tel problème, j'ai des poils incarnés, j'ai ceci, j'ai cela. Et nous, on donne ces conseils-là. Maintenant, quand on va grandir, il faudra quand même qu'on puisse aller sur du retail, sur de la grande distribution, etc. Mais c'est comme il a dit, on avance à notre rythme. Mais là aussi, vous auriez... Ayant fait du D2C pendant longtemps, là, tu as, comme on dit, les données, c'est le nouveau... La data, exactement. Donc, vous aurez les données et vous connaîtrez votre client. C'est ça. Beaucoup mieux votre client que si vous aventuriez dans la distribution beaucoup trop rapidement. C'est pour ça, dès le départ, nous, on a fait le choix de monter notre site Internet. Donc, 90% de nos commandes viennent sur Internet. Internet. Ça nous permet, d'avoir de la donnée, 2, de pouvoir cibler les clients qu'on fait à travers les ads, etc. Et c'est très important, en fait, cette partie donnée-là. Donc, pour le site, je sais que souvent, le paiement au Sénégal et en Afrique, ça peut être un challenge. Est-ce que les clients ont la possibilité de payer sur le site ou est-ce que c'est genre le système sénégalais de tchac-tchac? C'est le système sénégalais. Okay. On va pas... En fait, aujourd'hui, il y a un système qui marche. Après, il y a la possibilité de payer par Wave, sur les autres moyens de paiement. Mais la plupart du temps, c'est du cash on delivery. C'est-à-dire, le livreur, il vient et tu payes à la livraison. Et ça les rassure. Et tant que ça les rassure, il n'y a pas de souci. Donc, c'est le moyen le plus simple qu'on fait. Et voilà, c'est vraiment tropicaliser la chose. C'est ce qui marche au Sénégal, ce qui marche en Afrique. On fait la même chose. C'est ça. Absolument. Alors, est-ce que l'export ou l'expansion régionale font partie de vos ambitions à tous les deux? Oui, c'est une ambition. On essaie quand même déjà de maîtriser ce qu'on a localement, mais demain, l'objectif, c'est d'aller dans la sous-région parce que le marché, c'est Abidjan, c'est Burkina, c'est Bénin, c'est le Nigeria qui est beaucoup plus grand. Voilà. Donc, je pense que... 200 millions? 215 millions. 215 millions, c'est beaucoup. Exactement. Avec nous, nos petits 17 millions, non? C'est rien face à ça. 17 millions ou 20, je sais plus. Exactement. L'objectif, c'est de s'exporter, mais dans un premier temps, il faut quand même avoir cette assise-là au niveau local et puis après, travailler sur les autres aspects. Alors, quel serait pour vous un vrai marqueur de réussite? Un stade où vous dites, là, on est arrivé. Exclusif a réussi. C'est quoi? Vous y avez pensé à tous les deux? Oui, c'est aujourd'hui atteindre un stade où déjà, comme on a dit, c'est un défi pour faire adopter une routine de beauté aux hommes africains. Mais aujourd'hui, si on réussit à que Exclusive devienne plutôt un réflexe quand on se réveille après sa douche, que ça devienne plus... un geste que mais que les hommes adoptent nos produits, que ça soit le beard care ou bien le skin care, etc. Franchement, là, je dirais qu'on a réussi, en fait. Moi, ce que je vais rajouter, c'est juste que Exclusive soit la référence du grooming africain. Aujourd'hui, quand on parle de grooming
on passe à exclusif. Pour moi, ça, c'est vraiment la réussite. On n'y est pas encore, mais l'objectif, c'est d'y arriver dans les ça va venir. Alors, est-ce qu'on peut parler juste de la ligne de produits? Qu'est-ce qu'il y a dans les différents produits que vous avez aujourd'hui? Aujourd'hui, on a l'huile à barbe. Donc, pour la croissance de la barbe, l'entretien et l'hydratation. On a le baume à barbe. On a le shampoing. Donc, le baume, c'est pour, genre, quand tu vas brosser et modeler, c'est ça? Le baume, c'est... En fait, vous savez, il y a des gens, ce que je disais au début, de base, ils ont déjà de la barbe, mais qui ont les poils qui tombent. Ou bien les poils qui sont très... secs. Les cheveux sont secs. Le baume, ça aide aujourd'hui à vraiment adoucir la barbe. Et c'est important. Moi, par exemple, dans mon cas, je peux ne pas utiliser l'huile parce que quand je l'utilise l'huile, j'ai tout le temps la barbe qui revient tout le temps. Une grosse barbe, parfois, je laisse la barbe pousser, mais parfois, je coupe. Mais le baume à barbe, je l'utilise tout le temps quasiment parce que voilà, ça adoucit vraiment la barbe. Donc, voilà. Ok, cool. Bon, moi, je n'ai pas de barbe, donc je ne m'y connais pas. Exact. Je ne m'y connais pas. OK, donc on va conclure avec un rapid fire, question grooming. Okay. Alors, pour tous les deux, barbe longue ou barbe courte, sans hésiter, c'est quoi? Moi, barbe courte, mais bien entretenue. Moi aussi. Taillée, coupée. Bien coupée, OK. Alors, à tous les deux, votre produit exclusif préféré? J'y ai répondu tout à l'heure. Moi, c'est le baume. Moi, c'est l'huile. C'est l'huile. Pourquoi l'huile? Parce que c'est le produit de base, en fait. Lui et moi, on n'a pas la même rapidité de pousse. Ah, OK. Voilà. Donc, pour moi, l'huile est essentielle pour garder un bon volume, etc. Et c'est mon produit de tous les jours. Tous les jours. Ouais. Cool. Et l'huile, est-ce qu'elle a une senteur spéciale ou c'est comment? Oui. Boisée, masculine. Ah, nice. Voilà, OK. Avec... Cool. Voilà, des centres vraiment masculines. Ouais. Alors, le plus grand faux pas grooming que vous voyez les hommes faire, genre, vous dites, moi, je dirais, c'est, en tout cas, surtout les barbus, prendre le shampoing pour les cheveux. Pour les cheveux, le mettre pour... Voilà, ça agresse la peau du visage. Ouais. C'est vraiment très, très, très agressif parce que c'est pas les mêmes pH et tout. Donc, je dirais ça. Et l'autre chose aussi, c'est que parfois, les hommes, ils pensent que le résultat, c'est tout de suite maintenant. Oui. Donc, ils pensent que c'est aujourd'hui, tu as ton flacon d'huile la barbe, tu mets 30 ml par jour, c'est ça qui va faire que ça va. Que ça pousse alors vite. que tu alourdis tes cheveux, tes poils, etc. C'est même contre-productif, en fait. Ouais. Donc, pour moi, je dirais, c'est l'impatience et le fait d'utiliser des produits qui ne sont pas adaptés. Makes sense. En tout cas, merci à vous deux. J'ai beaucoup appris. Merci à toi. Ça a été un plaisir de vous avoir merci sur beaucoup. Backstage Beauté. J'espère qu'on aura le plaisir de vous revoir pour parler peut-être d'autres produits ou d'une expansion, qui sait. Bien sûr. En tout cas, merci de nous avoir invités. Ça a été un plaisir de pouvoir avoir cet échange-là avec toi. Et puis, 2026, je pense que, comme on a dit, moi, je veux qu'on ramène de nouveaux produits très rapidement. Mais lui, il veut que ce soit... Patience, mais on y travaille. Ça va arriver. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci à vous. Merci. Le parcours de Becaye et Ibrahima montre que construire une marque masculine solide repose sur l'équilibre entre vision business et exigence produit. Avec Exclusive, il participe à redéfinir le grooming masculin made in Sénégal. Si cet épisode t'a apporté de la valeur, pense à suivre Backstage Beauté, à nous laisser un avis et à partager autour de toi. C'est ainsi que l'on soutient les marques locales qui élèvent les standards. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode de Backstage Beauté.